C'est le sport comme tous les vendredis avec l'invité. On va évoquer 3 sujets. Le Togo, la Super Coupe des Champions. Ce dimanche, Koroki et Gomido seront aux prises. Nous serons toujours dans le football avec cette décision de la FIFA qui veut limiter les prêts de joueurs et réformer les transferts. Et puis, la Ligue des Champions, les Croates second au mondial dernier s'effondrent en Espagne. On va voir pourquoi cela. Et ce sera avec notre consultant sportif Hervé Pisa. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Alors, nous parlons d'abord de la Super Coupe des Champions. Je le disais, Koroki, champion de la D1 saison 2017-2018 et Gomido de Palimé, vainqueur de la Coupe du Togo, s'affrontent dimanche pour le compte de la Super Coupe des Champions. Un événement qui va lancer donc la saison footballistique du Togo. D'abord, est-ce que cette rencontre a quelque chose de palpitant? Bon, est-ce que ça a quelque chose de palpitant? Bon, c'est vrai, pourquoi pas, parce que c'est une innovation. D'abord, il faut saluer, parce que je crois que à ce niveau-là, il faut dire que la fédération quand même a essayé de faire quelque chose de positif qui marque le début de la saison nouvelle. Donc, palpitant, oui, oui et non, parce que vous savez, depuis que la fédération a annoncé la date de la reprise du championnat et vous avez vu un jeu de chaises musicales au niveau des entraîneurs et au niveau aussi éventuellement des joueurs. Donc ceci, pour lancer la saison, voudra tout dire. Maintenant, quand vous prenez Koroki de Tchamba, qui est sacrée équipe championne de la saison, et ils viennent de faire un changement à la tête de leur club. Ouais. Et puis, les joueurs sont restés, sûrement qu'ils ont fait aussi quelques recrutements. Bon, maintenant, le système de l'entraîneur Nuchoudien, est-ce que c'est la même chose qu'Adam Fazazi, que nous connaissons tous, qui a quand même fait ses preuves, mais n'a pas connu un parcours aussi d'entraîneur aussi bien que ça, et qui, entre-temps, est parti du côté du Ghana pour mieux s'aguerrir et revenir. Je pense que c'est un test, ça serait un test pour Adam Fazazi, pour voir dans quel système et c'est quel esprit avec lequel il voudrait vraiment entamer cette nouvelle saison à la tête. Surtout que Koroki de Tchamba jouera, comment l'appelle-t-on, cette compétition continentale, représentera le Togo. Donc c'est un défi pour lui dans un premier temps et un test au même moment. Alors, bon, maintenant pour les Showboys de Palimé, bon, je pense qu'ils ont gardé l'ossature et ils sont deuxième, ils ont eu la super affaire la Coupe du Togo. Ils vont vouloir montrer vaille que ils méritaient aussi la place du champion et que quelque part, bon, Dame Chance n'a pas été de leur côté parce que on a vu un peu comment est-ce qu'ils ont commencé la saison passée. Ils ont mis le paquet, comme on le dit, qu'ils voyagent loin, ménage l'aventure. Ils ont mis le paquet, ils sont arrivés là où ils sont. Mais ça va être un match d'orgueil pour les Showboys de Palimé, pour dire que nous sommes là et que nous voudrons aussi peut-être entamer la saison tout feu, tout flamme. C'est peut-être l'occasion aussi pour eux. J'ai appris qu'il y a des recrutements, que ce des Ghanéens ou des Ivoiriens qui sont arrivés dans l'effectif de Gomido. Donc, ça serait aussi une manière de tester peut-être les nouveaux recrues. Et bon, tout ça là ne peut quand même que peut-être relancer les choses. Mais bon, palpitant, comme on le dit, un match, un super match entre, ça dit qu'un duel, je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Alors, on dit qu'au-delà de la rencontre entre Koroki et Gomido, c'est aussi la rencontre de la meilleure défense contre la meilleure attaque. Oui. Attaque du côté de Gomido qui a fait 39 buts pour la saison et la défense du côté de Koroki qui n'a encaissé que 13 buts. Oui, c'est vrai, vous savez, mais les matchs n'ont pas les mêmes objectifs. C'est pourquoi j'ai dit ici tout à l'heure que ça ne va pas être un match palpitant, parce que la meilleure attaque va vouloir continuer et la meilleure défense aussi va vouloir défendre pour qu'on dise que bon, chacun conserve sa couronne. Mais donc à ce moment-là, on assistera à un match pas ouvert où il y aura des déchets. Surtout que ça ne compte pas de points pour la saison qui doit venir. Donc chacun voudra aussi faire valoir les nouveaux recrues. Bon, pour ceux qui n'ont pas de nouveaux recrues, vont vouloir quand même
donner leur intention, que ce soit au niveau des coachs ou au niveau des joueurs, pour dire l'objectif dans lequel on veut vraiment aborder cette saison. Donc, ça peut amener à ce qu'on regarde un match un peu haché ou un match pas intéressant, mais je voudrais quand même que ce soit un jeu ouvert. Ça permet au coach de savoir réellement est-ce que ma tactique ou mes objectifs me permettent, surtout qu'il n'y a pas de points. Je pense qu'il va falloir que les deux coachs ouvrent le jeu pour permettre au public d'assister à un match vraiment de super, super haut niveau. Alors, vous avez dit que ce match ne compte pas tellement en termes de points pour la saison qui va s'ouvrir. Est-ce que dans la tête des joueurs, ils vont se dire, bon, de toute façon, c'est une rencontre sans enjeu? Ce n'est pas dans la tête des joueurs, mais c'est dans la tête des coachs. Voilà, les joueurs, eux, ils exécutent ce que le coach leur dit. Donc, ce n'est pas leur schéma à eux. Donc, c'est une mission, ils sont chargés. Si les coachs disent ce match-là, il compte pour moi, il faut ouvrir le jeu, ou bien il faut jouer sérieux, bon, ça dépendra des coachs. Ce n'est ni l'avis des joueurs, selon moi. D'accord. On va passer maintenant au second sujet. On va maintenant sur le plan international. Cette décision de la FIFA, la Fédération internationale de football veut limiter entre 6 et 8 le nombre de joueurs qu'un club peut désormais prêter chaque saison. La FIFA envisage donc de limiter le nombre de joueurs prêtés par un club, mais aussi de créer une chambre de compensation pour redistribuer l'indemnité de formation et les commissions des agents dans le cadre d'une réforme du transfert. C'est ce qu'on a appris d'une source proche du dossier. C'est quoi? Qu'est-ce que vise cette décision de la FIFA? Non, mais qu'est-ce que vise une décision de la FIFA? Je pense que c'est une innovation. Quand vous regardez un peu la manière dont le mercato se fait, et il y en a qui font le partage du lion, c'est-à-dire qu'à eux seuls, les stars, parce qu'on a de l'argent et tout, et il faut quand même à un moment donné limiter pour quand même essayer de voir l'équilibre des jeux. Quand vous regardez un peu aujourd'hui du côté d'Angleterre, vous savez quand même les clubs les plus riches qui prennent les meilleurs. Dans le championnat français aussi, vous savez, quand vous regardez un peu le PSG, les stars sont là-bas. Et donc, quand vous regardez aujourd'hui le PSG qui aujourd'hui va jouer à 20h45, qui va encore peut-être remporter ce match-là pour avoir 5 victoires d'affilée, je pense que ce n'est pas équilibré. Donc si vraiment la FIFA a regardé, a vu qu'il faut équilibrer les choses en sorte que, si on limite le nombre de prêts de joueurs, ça permet quand même à ceux-là, aux autres équipes de pouvoir en avoir. Moi, je dirais même qu'il faut qu'ils aillent loin. Au lieu de limiter seulement le nombre de prêts et de joueurs, il faut aussi regarder le côté montant de transfert. Il faut limiter aussi, il faut vraiment un plafond pour permettre, parce que là, ceux qui ont les moyens en tant que tels vont aussi damer le pion aux autres. Et puis, vous avez vu que même la Ligue des Champions passée là, ce n'est pas aussi ça. Quand vous regardez aussi du côté aujourd'hui de la Premier League en Angleterre, ce n'est pas l'équilibre tout à fait. Au niveau de la France, pareil. Au niveau de l'Espagne, on a l'équilibre là dont je parle. Ça se sent du côté de Real Madrid et de Barcelone qui se font la part des gâteaux parce qu'ils ont les moyens. Et vous voyez les autres clubs là, ce n'est pas ça. Donc, moi, je pense que ça va équilibrer les forces et ça va nous permettre vraiment de découvrir un football assez correct. Et bon, ça permettra aussi comment l'appelle-t-on, aux clubs, comme par rapport aux distributions dont ils ont parlé, et en mettant aussi les agents de joueurs et tout ça là, ça permet l'équilibre au niveau financier, au niveau technique et tout. C'est-à-dire que bref, dans tous les compartiments, ça va tout équilibrer, ça permettra vraiment de voir un très bon football. Et je pense que c'est très bien parce que depuis que Infantino est arrivé, il fait de l'innovation. Il ne faut pas seulement augmenter le nombre de clubs à la Coupe du Monde, ni au niveau de la CAN, mais il faut aussi voir l'aspect, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir vraiment ce jeu. Parce que depuis un certain moment, on a comme impression le football est en train de chuter. Vous avez regardé, je le disais tantôt, quand vous regardez Cristiano Ronaldo aujourd'hui qui est en train de partir, vous regardez Messi, le football, ce ne serait pas ça. Parce qu'on a compté sur les Neymar et consorts, le PSG, c'est un club, ils mettent la barre haute. Et puis bon, finalement, on a les meilleurs quelque part, et puis on a les nuls de l'autre côté, ce qui vraiment n'est pas très bien pour le football. Mais est-ce que cette décision de la FIFA aussi, c'est pas une manière d'enlever au football le côté business? Parce que c'est en fait ça aussi, les clubs font du business. Oui, mais s'il faut regarder que le côté business, et pour que le jeu ne soit
soit pas celui-là. Parce qu'à un moment donné, les gens ne seront pas vraiment intéressés par rapport à ce football-là. Parce que si vous avez vraiment, comment on dit, les maestros du côté de Paris Saint-Germain, comptez-les, les Cavani, ça dit que ça dit qu'on en a tellement de stars qu'on ne sait même pas comment est-ce qu'il faut aligner. Ceux qui sont là-bas pouvaient aussi, si on limite, il y a certains qui peuvent aussi aller du côté de Lyon, du côté de Marseille. Et puis, vraiment, on va avoir un jeu correct. S'il faut rester dans le business, et à chaque fois, c'est les mêmes équipes, finalement, bon, et les autres ne vont pas aussi écrire leur histoire dans le football. C'est pas normal. Mais vous avez dit qu'il faut faire accompagner cette décision d'un plafond. Tant que ce plafond n'existera pas, c'est comme, bon, limité à 6 ou 8, ça ne servira à rien, finalement. Oui, déjà, c'est quelque chose quand on limite le nombre de joueurs. Vous voyez, le mercato, quand il finit, demain, quelqu'un peut venir même offrir. Vous avez vu un joueur qui était déjà presque dans l'avion, les gens ont misé pour qu'on le détourne vers Barcelone. Cette histoire-là, il faut quand même arrêter ça. Si on limite le nombre de joueurs, de prêts, le club sait que, de toutes les façons, si on avait envie qu'après le mercato, faire d'autres recrutements, nous n'avons plus la possibilité de le faire. Est-ce que vous voyez? Déjà, ça, c'est un pas. Maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'ils aillent en profondeur. J'ai dit, il faut vraiment mettre un plafond du côté des finances, parce que c'est ça aussi. Là, si vous avez vu le coup de Neymar, Neymar, cet argent-là, depuis 2 ans, qu'est-ce que Neymar a pu donner? Qu'est-ce qu'il a pu donner dans le jeu de PSG? Ça cache quelque chose. Comme certains le disent, ça ressemble un peu à du blanchissement d'argent. Contourner le fait financier, c'est des choses qui ne sont pas bien. Je pense que Infantino et son équipe, dans cette rénovation, il faudrait qu'ils arrivent à plafonner aussi le montant des transferts. Oui, mais est-ce que ça aussi, au même moment, ça ne fausse pas un jeu quelque part? Parce qu'on a des joueurs qui, de toute façon, sur le terrain, sont très performants et d'autres qui le sont moins. Alors, les plus performants valent énormément cher, de toute façon. Oui, moi, j'aurais préféré même qu'on mettre le plafond au niveau des transferts et essayer d'améliorer les salaires. Il ne faut aussi pas que ce soit aussi exorbitant. Mais du côté du joueur, par rapport à son talent, par rapport à ce qu'il donne dans le club, qu'on essaie aussi de faire le traitement aux joueurs, à tout ce qui l'entoure. Par rapport à ce transfert-là, vous apprenez un joueur qui a 240 et quelques millions d'euros, mais en francs CFA, ça donne du vertige. C'est le budget même d'un pays. Et ça, c'est vraiment, quand on entend ça, c'est vrai que, bon, c'est un peu exagéré, mais je pense que si le joueur a un bon traitement, il sait qu'il va donner le meilleur de lui-même, il va prolonger ses contrats, et puis ça va jouer sur l'équilibre des choses. Est-ce que c'est une décision qui ne concerne par exemple que le football européen? Parce que ce déséquilibre aussi existe sur le continent africain avec les grands clubs comme le tout-puissant Mazembe ou les clubs du Maroc, de Casablanca, tout ça, qui se taillent aussi la part du lion en termes de transfert. Oui, bon, je pense qu'en Afrique, nous devons faire un effort de promouvoir le football et de les rehausser. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, je me dis que ces clubs-là que vous venez de citer, je pense que ça mérite payer 15 millions de francs CFA à un joueur au sein du tout-puissant Mazembe. Je pense que ça mérite. Et il faut commencer quelque part pour arriver. Pourquoi ne pas gagner, comment l'appelle-t-on, 50 millions par mois? Quand vous calculez les Adebayor, leur argent par semaine, mais ça donne du vertige. Je l'ai dit, il faut quand même limiter les choses. Mais en Afrique, je pense que ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Par rapport à un joueur, qu'est-ce que vous allez me dire de mon cher pays, le Togo, où les joueurs sont payés à 30 000 francs, 35 000 francs? On a vu un transfert, les images d'un transfert la dernière fois, c'était à 400 et quelques mille par an. Vous voyez, c'est quand même, ça fait rire. Mais c'est sérieux parce que si aujourd'hui, au moins, on professionnalise le football togolais et qu'un joueur sait qu'il est payé à 500 000 francs par mois, mais écoutez, il y a du talent. Et puis ça veut dire quoi? Lorsque vous payez 500 000 francs à un joueur, ça veut dire que vous faites la professionnalisation. Ce joueur-là, vous pouvez le vendre à 1 million d'euros demain pour pouvoir aussi avoir une pépinière. Comme on dit, il faut avoir les cadets et les juniors. Donc, je pense qu'en Afrique, pour le moment, c'est plutôt, il faut faire cette politique-là en Afrique pour permettre à ce que, comment l'appelle-t-on, les talents, les meilleurs n'aillent pas rester, comment l'appelle-t-on, en Europe pour s'adapter aux infrastructures européennes, pendant que ici on n'en a pas. Donc, si vous vendez cher les joueurs, demain vous rentrez dans les euros, ça veut dire que chaque club est amené à avoir
comment l'appelle-t-on, une pelouse correcte, un terrain digne de ce nom, pour que les joueurs, c'est-à-dire que le jeu africain puisse quand même aussi qu'il y ait de l'équilibre entre l'Afrique et l'Europe. Je sais que, bon, tôt ou tard, on va me dire que ça ne va pas arriver, mais il faut améliorer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est carrément le contraire en Afrique. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de, par cette décision, de réduire un peu le rôle des agents des joueurs, parce que c'est eux qui sont chargés de trouver les meilleurs clubs les plus juteux, les contrats les plus juteux à leurs joueurs, en fait? Mais écoutez, réduire, je vais vous donner un exemple. Un agent de joueur, moi j'étais du côté de l'Allemagne, j'ai un ami là, je ne suis pas en train de dire de n'importe quoi, qui était super agent de joueur. Ben, il a pour 2 joueurs seulement transférés en Europe, il est autour de 850 millions. Pour 2 joueurs transférés, uniquement que ce qu'il est autour de 850 millions. Proche du milliard, vous comprenez ce que c'est. Bon, je me dis que, et par rapport à celui qui a élevé ce joueur, moi je pense que les centres de formation, bon, c'est vrai que le pourcentage, il faut aussi revoir. Un club dans lequel le joueur a été formé, c'est là qu'il a pris l'élan et on le prend avec ses talents. Je pense que les centres de formation doivent aussi regarder pour qu'ils puissent avoir de l'équipe dont je parle, pour qu'ils puissent, les centres de formation qui ont formé les joueurs puissent percevoir mieux. Même les clubs dans lesquels, aujourd'hui, je l'ai souvent dit, quand par exemple nous faisons le football amateur, vous prenez un joueur aujourd'hui, il vous dit qu'il est attaquant, alors que peut-être dans notre club, il évolue en tant que milieu. Et ici, on cherche un attaquant, on ne trouve pas, il dit qu'il est attaquant. Jusqu'à ce qu'il ne fasse 3-4 saisons, vous ne savez pas le poste réel auquel il joue. Et c'est dangereux. Alors que si c'est dans un centre de formation, on connaît le parcours du joueur et partout il ira, il va exceller dans le poste dans lequel il a été formé. Donc à tous ces niveaux-là aussi, il faut revoir. Dernier sujet, on est toujours dans le football, on va parler de la Ligue des Nations. On évoquait déjà le sujet ici le vendredi dernier. Eh bien, dans cette Ligue des Nations, la Croatie était face à à l'Espagne. Et après sa victoire samedi dernier en Angleterre 1-2, l'Espagne a frappé un grand coup à l'occasion donc de la 2e journée de la Ligue des Nations en étriant la Croatie 6-0. À Elche, la Roja a littéralement humilié le vice-champion du monde avec des buts de 6 joueurs différents. C'était finalement une saga de buts, hein, Vipizarre. Oui, bon, vous savez, quand moi j'ai regardé un peu le match, je me suis dit, bon, c'est la touche de Luis Enrique, c'est la touche de l'entraîneur. Je vous disais ici sur ce plateau un jour que quand vous regardez un peu les Isco, les Jordi Alba et consorts, c'est les purs produits de cet entraîneur-là qui est venu à la tête de la sélection espagnole. Donc, vous allez regarder qu'il y a certains qui ont pris leur retraite à l'instar de Iniesta. Certains 3 joueurs n'étaient pas convoqués à cette compétition-là. Et puis, il n'y avait pas aussi l'attaquant farouche, Diego Costa. Il n'était pas là, il était absent à cette rencontre. Mais l'Espagne a pu mettre 6 buts, comme vous l'avez dit. 6 buts, comme si c'était du handball, face au vice-champion du monde. C'est vrai que ça fait quand même bizarre, mais c'est le football. Et donc, comme je l'ai dit, les entraîneurs ne se ressemblent pas, ils n'ont pas la même touche, ils n'ont pas la même tactique. Bref, donc, il y a ça. Mais du côté de la Croatie, moi, j'ai analysé les choses. J'ai regardé que les ailiers de la Croatie n'étaient pas là. Et puis, Luka Modric, qui est le capitaine, il ne s'est pas du tout décarcassé. Et bon, la lecture que moi je fais de la chose, pourquoi Luka Modric n'a pas joué comme ça, vous savez, c'est quelqu'un qui est prétendant au Ballon d'Or. Et pour le Ballon d'Or, ces matchs-là ne comptent pas. Donc, il y a le championnat et il y a la Ligue des Champions. Donc, aujourd'hui, il se dit, il faudrait qu'il se fasse petit dans les chaussures pour ne pas prendre une blessure tout de suite, parce que vous savez, c'est un joueur aussi qui a été souvent blessé. Donc, de ne pas prendre de la blessure, donner le meilleur de lui-même, comme il est en train de convoiter ce Ballon d'Or-là, jouer une saison très bonne au Real de Madrid, prendre aussi au sérieux la Ligue des Champions, parce que c'est là où les notes rapidement sont cotées, et pour lui permettre de pouvoir avoir la chance dans sa vie de remporter ce Ballon d'Or-là. Donc c'est ça qui a fait qu'il a joué très émoussé. Et moi, si j'étais même entraîneur de la Croatie, après même 40 minutes, je l'aurais sorti. Parce que ça, c'est clair pour les champions. Parce qu'il s'est donné par rapport à son âge et il a été vice-champion. Qu'est-ce qu'il lui reste? Le Ballon d'Or pour l'honneur, pour vraiment clôturer
correctement sa carrière. Donc, c'est ce qui a fait que, pour moi, la Croatie n'a pas aussi pris. Mais quand même, c'est une innovation du côté de l'UEFA. Bon, moi, je pense que, bon, le score, il est lourd, mais bon, c'est sans crier, quoi. Ça veut dire qu'on a eu, quoi, une Croatie au rabais, c'est ça? Oui, bon, on a eu une Croatie au rabais. Il faut prendre tous les éléments dont je vous ai dit, parce que ça n'a pas d'enjeu. Pour, comment l'appelle-t-on, pour la Coupe du Monde, il fallait quand même être quelque part, prendre la Coupe ou être deuxième. C'est ce qu'ils ont, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Bon, mais même ici, le meneur du jeu, pour lui, il convoitise quelque chose. Comment est-ce qu'il faut vraiment haranguer ces trous? Je pense que l'entraîneur aussi n'a pas compris ça tout de suite pour pouvoir donner le capitana ou bien la charge à certains joueurs à qui il dit, bon, ok, je vous fais appel et je veux vous faire confiance pour les sélections à venir. Bon, je pense que l'entraîneur a pêché à ce niveau. Il a toujours voulu le faire confiance parce qu'il a fait amener sa troupe jusqu'à la vice place de la Coupe du Monde. Mais Modric, lui, il a des objectifs, il a des visées, il veut le ballon d'or. Alors, mais si le Modric était dans des calculs, la Croatie, bon, était au rabais, l'Espagne, lui, elle a frappé très fort, là. Oui, l'Espagne a frappé fort. C'est ce que je vous ai dit, que c'est la touche de l'entraîneur. Et vous avez vu le système de jeu, ça n'a rien à voir avec l'ancien sélectionneur. Ça n'a rien à voir. Et les joueurs à qui il fait confiance aujourd'hui, et vous regardez en majorité, c'est les joueurs qui évoluent à Barcelone et qui évoluent dans Real Madrid. On les connaît. Pourquoi je dis aussi, là-bas aussi, il y a une inégalité. C'est déséquilibré parce qu'à chaque fois, le championnat se résume à ces deux clubs. Autrement, le championnat espagnol n'existe pas. Donc, il a essayé de... Il connaît la touche de ces joueurs, la qualité des Isco, des Jordi Alba, et il sait que tel joueur, Asensio, et consort, balle au pied dans tel périmètre. Il a fait un jeu vertical. Il sait que ces joueurs-là, ils aiment ça. C'est ces produits. La plupart de ces joueurs-là, comme je l'ai dit, c'est ces produits. Et sa touche a marché. Donc, naturellement, ça a changé de la manière dont ils ont joué par rapport à la Coupe du Monde. Bon, c'est du football, comme quelqu'un le dirait. 1 plus 1, ce n'est pas forcément 2 en football. Par contre, la France, elle a continué pas à briller. Hein. Elle a continué pas à briller avec un nul avec l'Allemagne, mais je vais dire que peut-être que s'il y avait encore 10 minutes, peut-être qu'elle allait s'agenouiller. Ainsi va le football, Samuel. Hervé Pisa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On observe maintenant la pause et après on retrouve les journalistes dans Regard Croisé.